Le temps qui s'installe, je vous donne quelques petites informations pour cet après-midi. Donc on démarre avec cette première séquence, et là on va parler retraite, un package retraite entre 13h30 et 14h30. Donc on réduira, désolé, un tout petit peu le temps, parce qu'on suivra aussi pas une conférence, mais une table ronde, et on va parler on va dire, de la situation particulière de vivre autour de la frontière. Et là, on parlera logement, on parlera mobilité. Tout ça, c'est dans cette salle à 14h30. Ensuite, on aura une conférence, alors là, pour le coup, dans la salle où vous étiez, du CNTFS. Et c'est Suzanne du groupement qui va donner cette conférence. Et puis, enfin, vers 15h30, enfin, c'est pas tout à fait enfin, mais vers 15h30, on aura, avec Jean-François Puisetaz, de la filière Puisetaz, on parlera création d'entreprise en Suisse. On aura quelque chose qui est assez nouveau et assez ludique. On ira à 16h pour un atelier de découverte du territoire. Et puis enfin, avec Gabriella qui est par là, je crois, il y aura ici une mini-conférence, une demi-heure sur la particularité du CV en Suisse. Savoir rédiger un CV en Suisse, c'est le service emploi du GTE qui va donner cette conférence. Vous savez qu'il y a des particularités. Quand on postule en Suisse, on postule pour les Français dans un pays étranger. Donc il y a quelques subtilités, particularités qu'il faut bien connaître et il faut bien savoir à qui on s'adresse. Et donc là, tous les trucs et astuces. Et puis ce salon va se clôturer aux alentours de 17h, 17h15, 17h30. Et bien évidemment, les stands seront encore ouverts bien plus tard. Donc voilà pour cet après-midi, donc riche, varié. Mais on va commencer, ça marche, c'est parfait, ça marche. On va commencer, donc on va... Alors plutôt deuxième pilier, mais Alexandro nous donnera peut-être un petit focus sur le premier pilier avec la Suisse a organisé, vous le savez, une protection contre les risques vieillesse, invalidité, décès selon un système d'assurance coordonné dit des 3 piliers. Donc on verra, premier pilier pas trop, deuxième pilier beaucoup, et puis troisième pilier tout à l'heure avec Yves, mais je vous en dirai 2 mots. Le principe, vous le connaissez. Un quart d'heure, 20 minutes de présentation, et puis surtout une partie questions-réponses pendant 10 minutes, un quart d'heure à la suite. Et puis ensuite, on enchaînera avec Yves sur la suite de cette conférence, qui est un pack, on va dire, retraite. Alors pour commencer, je laisse la parole à Alessandro Antonuccio, je l'ai bien dit. Il est responsable conseil clientèle à la CEPP, c'est la Caisse interentreprise de prévoyance professionnelle, un expert. Donc voilà, il va développer son propos et puis on se retrouve, nous, dans un quart d'heure, un peu plus, pour vos questions. Oui, il marche. Hein. Allô ? Les micros marchent, oui. Parfait. Donc bonjour à tous, merci d'être là à cette 10e édition des Journées transfrontalières. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter en tout cas la partie deuxième pilier, prévoyance professionnelle, qui est quand même un pilier important, en tout cas pour toutes les personnes qui travaillent, puis qui se constitue une prévoyance. Donc, je vais faire juste un petit clin d'œil en présentant ma caisse de pension. Ensuite, brièvement vous présenter les 3 piliers pour qu'on puisse comprendre un petit peu quel est le contexte et puis comment s'est organisée cette prévoyance en Suisse, vu qu'elle est inscrite au niveau de la Constitution. Et après, on fera un focus sur les principes clés, on va dire, du deuxième pilier. C'est clair que j'ai 20 minutes pour vous présenter tout ça. Donc, je vais aller sur des principes de base, c'est clair, de la législation. Et vous allez voir, en fonction de ce que je vais vous raconter, c'est qu'il y a une partie qu'on appelle basique, et après on a on va dire les prestations que peut offrir un employeur. Donc, au niveau de la Caisse interentreprise, voilà, on a une fondation qui est là depuis 61 ans. On a été créé par les syndicats patronaux, la Fédération des entreprises romandes. Et c'est vrai qu'on a une caisse de pension à but non lucratif, c'est important. C'est vrai qu'on ne travaille pas avec des prescripteurs. On travaille avec des prescripteurs, mais il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas d'actionnariat. Et puis même toutes les personnes qui travaillent dans mon service au niveau des acquisitions, on n'est pas du tout rétribué en lien avec le résultat d'un contrat, mais plutôt avec un salaire fixe. Et puis c'est vrai que notre but principal, c'est de pouvoir offrir des prestations au meilleur coût. Et toutes les cotisations qu'on encaisse auprès de notre caisse de pension sont dévolues à la prévoyance. Donc, je peux dire entre parenthèses que les assurés sont nos actionnaires, à quelque part.
Et puis au niveau d'une caisse de pension, ben voilà, on a 10 000 entreprises qui sont assurées aujourd'hui. Enfin, c'était au 31/12/2021, avec 47 000 assurés. Ben, c'est clair que nous, on assure surtout des petites et moyennes entreprises. Vous faites le ratio, on a en moyenne à peu près un peu moins de 5 employés par entreprise. On est spécialiste vraiment sur les petites entreprises. On a quelques grosses entreprises, mais ce n'est pas elles qui qui constituent la totalité de nos cotisations. Et puis, vous voyez, 9 milliards sous gestion 31/12/2021. Alors, c'est vrai qu'avec les résultats actuels, on va dire des marchés, c'est un petit peu plus bas. Mais juste pour vous donner une idée, nous, on est dans les 15 plus grosses caisses de Suisse. Et la Suisse, aujourd'hui, en termes de capitaux de prévoyance, là, je vous parle de 9 milliards, c'est un chiffre énorme. Mais en termes de capitaux, il y a 1000 milliards sous gestion. Donc, c'est énorme. Qui sont dans les libres passages, dans des caisses de pension propres à une entreprise et dans d'autres caisses privées comme des assureurs et la nôtre. Alors, je reviens juste sur le principe des 3 piliers. C'est clair qu'il est organisé en 3 parties en Suisse. On a la première partie qui est, on va dire, entre guillemets ou entre parenthèses, la sécurité sociale. C'est qu'elle permet de maintenir, on dit le minimum vital. Et c'est vrai que dans le premier pilier, tout le monde y contribue. Du moment qu'on travaille en Suisse et qu'on y habite, on cotise à ce premier pilier, à travers ou de manière personnelle ou à travers son employeur. Quand je dis garantir le minimum vital, c'est qu'en Suisse, juste pour vous donner un chiffre, la rente maximum qu'on pourrait avoir à la retraite, c'est 2 390 francs par mois. Donc ça fait 28 680 francs par année. Donc ça, ce serait le maximum de rente qu'on pourrait obtenir dans le premier pilier, pour autant qu'on ait une carrière complète de 44 ans dans le système suisse et un revenu moyen d'environ 86 000 francs. Et il faut savoir aussi dans le premier pilier, parce que je viendrai sur cette partie-là au niveau du deuxième, on ne peut pas rattraper les années sur lesquelles on n'a pas cotisé. C'est-à-dire que si vous arrivez dans le système suisse et il vous manque des années, vous ne pouvez pas les racheter. Donc on aura quelques années en moins, donc une proratisation de la rente. Pour le deuxième pilier, qui était un système plutôt de capitalisation, donc, juste à la différence du premier, qui est un système de répartition, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les cotisations qui sont encaissées sont dévolues à payer directement les prestations de risque et les prestations de vieillesse. Donc invalidité, décès et retraite. Donc ça rentre et ça ressort. Au niveau du deuxième pilier, c'est différent, on est dans un système de capitalisation, où là, en fait, quand vous rentrez dans une caisse de pension, vous avez un compte individuel, et à travers votre employeur et les cotisations personnelles, vous allez, on va dire, constituer un capital. Et le deuxième pilier est rentré en vigueur de manière obligatoire depuis 1985. Donc avant ça, il faut savoir que les entreprises faisaient leur propre prévoyance. Puis c'est vrai que dans le deuxième pilier, c'était quand même dans l'ADN de la Suisse, parce qu'on a des caisses de pension qui sont quand même très anciennes, plus de 100 ans. Et pour vous donner un exemple, c'est vrai que par exemple, nous déjà, on avait commencé en 1961, donc bien avant l'obligation légale. Et ça touche toutes les personnes qui ont une activité lucrative. Ensuite, on a le troisième pilier, et ça, c'est ce qu'on appelle aussi une prévoyance individuelle, et ça, c'est chaque assuré qui le constitue en fonction de sa capacité financière et de ses moyens. Donc les trois ensemble, en général, si on planifie bien les choses pour sa retraite, on peut faire quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir arriver à la retraite avec de bonnes conditions. Mais pour ça, il faut s'y prendre bien à l'avance et pas quand on arrive juste à 60 ou à 60 ans, c'est déjà trop tard. Parce que c'est toujours difficile de rattraper 40 ans de cotisation et comment l'organiser. Donc ici, pour vous montrer juste la représentation de la prévoyance, c'est vrai que le législateur, quand il a mis en place le premier et le deuxième pilier, son but de prévoyance était de pouvoir au moins obtenir 60% de son dernier salaire quand on arrive à la retraite. Mais pour cela, il faut avoir une carrière complète en Suisse. Donc comme je vous l'ai dit, le premier pilier, si vous manquez des années, vous ne pouvez pas les rattraper. Par contre, on va voir que dans le deuxième pilier, on va pouvoir cotiser et aussi pouvoir combler des lacunes de prévoyance, ce qu'on appelle le rachat. Et encore cette possibilité pour venir, on va dire, combler cette lacune, faire du troisième pilier sous forme épargne
Et puis on peut aussi se couvrir pour des questions de risque en fonction de la situation personnelle et de la famille. Donc au niveau du deuxième pilier, déjà les conditions d'assujettissement. Les personnes, pour être assujetties au système de prévoyance, deuxième pilier, il faut au moins avoir un contrat qui va au-delà de 3 mois. Donc du moment qu'on est en contrat de durée déterminée de 3 mois, il n'y a aucune obligation de s'assujettir à la prévoyance. Du moment qu'on va au-delà de ces 3 mois ou qu'on a un contrat à durée indéterminée, on pourrait être assujetti à la prévoyance, mais il faut pour autant avoir un salaire qui dépasse 21 510 francs par année ou 1 792 francs 50 par mois. Donc vous pouvez être chez un employeur et avoir un contrat de 4 mois, par exemple. Du moment que vous gagnez 2 000 francs par année, par mois, en gros ça ferait 8 000, vous seriez assujetti, même si on n'a pas une année complète. Parce que dans le revenu de la prévoyance, on va toujours considérer comme si vous alliez y travailler toute l'année. Donc on annualise le salaire. Autre élément, en termes de prévoyance, donc je vous ai dit au tout début que je vais surtout parler de la partie de base. Parce qu'après, c'est vrai que dans la prévoyance, si vous regardez le petit tableau qui est là, on peut assurer des revenus jusqu'à 860 400 francs. Donc on peut soumettre des revenus jusqu'à ce niveau-là au niveau de la prévoyance. Mais dans la prévoyance obligatoire, que l'employeur doit obligatoirement faire pour ses collaborateurs, le revenu ou le salaire qui sera assuré au maximum, c'est 86 040. Et dans ce système, en fait, quand on nous annonce un salaire, si par exemple l'employeur m'annonce un salaire de 86 000 francs, on va y déduire ce qu'on appelle une déduction de coordination pour définir le salaire qu'on va soumettre à cotisation dans le deuxième pilier. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'ai 86 000, je vais déduire 25 000 francs, et en gros, ça va me donner un salaire assuré de 60 945. Donc on fait ça pour tous les salaires. Si je suis au-delà de 86 000 francs, je ne vais pas en tenir compte, et puis si je suis un salaire à 60 000 francs, je vais toujours déduire ces 25 000. Pourquoi ces 25 000 ? Parce qu'on part du principe que le premier pilier va couvrir ces premiers 25 000 francs à travers les rentes qui seront offertes, qui seront versées au moment de votre retraite ou au moment d'un accident de la vie. Les cotisations qui sont obligatoires dans la prévoyance, donc là au niveau de l'épargne, vous voyez, de 18 à 24 ans, on ne cotise pas pour l'épargne, on cotise que pour des prestations de risque. C'est-à-dire on couvre simplement l'invalidité et le décès. Et dès l'âge de 25 ans, on cotise à l'épargne. Et là, vous pouvez voir dans le tableau, c'est que, en fonction de l'âge, cette épargne, elle évolue. En gros, dans une carrière complète, on devrait réussir à constituer sur son salaire, en termes de capital, à peu près 5 fois son salaire. Donc pour vous dire, dans le système minimum légal, une carrière complète, on arrive, avec les intérêts versés par la caisse de pension, entre 320 et 350 000 francs de capital à la retraite. Mais ça, c'est vraiment pour une carrière complète, pour vous donner une idée. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit juste avant. C'est vrai que de 18 à 24 ans, par principe, on cotise que pour le risque. Et dès qu'on a 25 ans, on cotise aussi pour l'épargne, pour se constituer son propre capital. Vous le faites à travers votre employeur et les cotisations sont de manière obligatoire paritaire. Ça veut dire que 50% c'est l'employeur qui les prend en charge et les autres 50% c'est ce que vous allez retrouver sur votre fiche de salaire par principe en déduction de votre salaire brut. Ces choses peuvent varier d'un employeur à un autre. C'est que là, je vous parle des principes minimums, mais on a des employeurs qui peuvent prendre une participation plus importante. Il y a des employeurs qui peuvent assurer des salaires au-delà de 86 000 francs. Et il y a des employeurs aussi qui peuvent choisir dans leur caisse de pension des cotisations d'épargne qui vont au-delà des 7, 10, 15, 18 qui sont présentées là. Vous pouvez vous retrouver avec des cotisations qui sont peut-être de 15% linéaires sur le salaire AVS, sans appliquer la déduction de coordination. Donc ça, ce qui est important, c'est quand vous êtes chez un employeur, c'est regarder votre règlement de caisse de pension et votre certificat de prévoyance. Parce que sur ces éléments-là, vous allez pouvoir un petit peu comprendre
comment vous êtes assuré chez votre employeur. Et c'est aussi un élément important lorsque vous voulez changer d'employeur. Parce que le deuxième pilier, c'est aussi une forme indépendamment du minimum légal, quand un employeur a des belles prestations pour ses employés, qui est plus généreux en termes de prévoyance, ça c'est un élément qu'il faut vérifier. Parce que vous pouvez peut-être gagner sur votre salaire brut, mais vous pouvez perdre beaucoup en termes de deuxième pilier. Donc faites très attention à ça. Donc là, c'était juste pour rappeler, les salaires maximum assurés, c'est 860 400 francs. On peut cotiser sur le salaire jusqu'à hauteur de 25%. Donc vous voyez, avant je vous ai montré 7, 10, 15, 18, mais on peut cotiser 25% de son salaire par année. Et on peut organiser la prévoyance, en tout cas toutes les prestations de risque. En fonction des caisses, on peut avoir différentes prestations de risque, mais il ne faut pas que ces prestations entre le premier et le deuxième pilier aillent au-delà de 90% de votre dernier salaire. En gros, si dans votre certificat de prévoyance, vous avez des belles prestations, la question de la surindemnisation arrive souvent quand il y a des enfants. Mais ça veut dire que je vais verser, par exemple dans le décès, une rente de veuve, des rentes d'orphelins, mais je vais faire ça dans le premier pilier, je vais faire ça dans le deuxième pilier, et quand je mets toutes les prestations bout à bout, si elles sont au-delà de mon salaire, je vais, en termes de caisse de pension, les limiter à 90% du salaire. Parce qu'on ne peut pas s'enrichir à travers la prévoyance. Le financement. Donc, quand vous rentrez dans une caisse de pension, vous avez un compte individuel. Et c'est dans ce compte individuel qu'on va enregistrer vos cotisations. Donc, les cotisations d'épargne qui vont être versées par mois ou de manière trimestrielle vont venir alimenter ce compte et de manière paritaire avec votre employeur. C'est clair que quand vous quittez un employeur, ce compte individuel, cet avoir, il vous appartient. Donc du moment que vous changez d'employeur, il est important de transférer votre capital que vous avez accumulé auprès de la nouvelle caisse de pension du nouvel employeur. Si vous ne le faites pas, cet argent va aller dormir auprès de la caisse supplétive. C'est-à-dire que nous, caisse de pension, si vous ne nous donnez aucune information sur ce transfert de capital, on va l'envoyer à la caisse supplétive entre 6 mois et 2 ans au maximum. On ne peut pas garder cet argent pour vous. Donc faites attention de bien le transférer, parce que c'est celui-là qui va alimenter votre retraite aussi dans le futur. Et sur ce capital, on verse, nous, caisse de pension, des intérêts. On a une obligation légale de mettre sur vos comptes un montant d'intérêt obligatoire. Donc pour cette année, par exemple, c'est 1%. C'était comme ça sur les 4-5 dernières années. Au vu des rendements, je ne vais pas dire des caisses de pension, parce que c'est vrai que ces 10 dernières années ont été bonnes, mais par rapport au marché financier, aujourd'hui, on va donner du 1% sur votre compte. Et c'est ce qu'on appelle le troisième cotisant. Le but pour les caisses de pension, c'est qu'en tout cas, quand on vous verse cet intérêt, c'est qu'il soit au-delà, on va dire, de l'inflation. Parce que le but, c'est que vous puissiez maintenir votre pouvoir d'achat quand vous arrivez à la retraite. C'est que la tomate d'aujourd'hui, vous puissiez l'acheter sans perdre de l'argent quand vous arriverez à la retraite. Et donc, quand on constitue tout ça et puis que vous arrivez à la retraite, vous avez une possibilité. Alors, une possibilité. Par principe, c'est une rente que la caisse de pension vous verse. Donc, selon la loi, on peut, en termes de caisse de pension, offrir normalement au minimum 25% du capital. Donc, si vous avez 100 000 francs, je peux vous verser sous forme de capital normalement que 25 000 francs et les 75 000 qui restent, on vous les verse sous forme de rente. Ça, c'est des éléments qu'il faut voir au niveau de votre caisse de pension. Je peux vous dire, dans les caisses privées, et notamment même la nôtre, vous avez le choix entre les deux, ou même de faire un mix. Donc on va au-delà de cette règle. Mais ça, c'est à vérifier auprès du règlement de votre caisse de pension. En termes de prestations, par exemple, pour la rente de vieillesse, le calcul, il est on va dire assez simple. C'est que vous avez constitué un capital. Là, dans l'exemple, c'est un peu plus de 292 000 francs. Donc, vous avez le choix où, disons, je prends le capital. Là, on vous verse les 292 000 francs. Alors, faites attention parce qu'il y a une imposition sur le capital en Suisse. Et si vous voulez une rente, en fait, on transforme simplement ce capital en rente et puis on applique ce qu'on appelle un taux de conversion. Donc, on multiplie simplement votre capital par 6,8%.
Et sur cette base-là, ça nous donne une rente. Là, dans l'occurrence, c'est une rente qui est juste un peu moins élevée que 20 000 francs. Et cette rente, elle est versée à vie. C'est-à-dire que c'est un pari, en fait, quand vous arrivez à la retraite. C'est de choisir, je veux un capital ou une rente. Souvent, on me pose la question, mais qu'est-ce que je fais comme choix? Mais je dis, mais si vous me dites quand vous mourrez, je vous dis quelle est la meilleure solution. Alors, c'est pas très joli, mais c'est vrai que, voilà, si vous deviez, à titre d'indicateur, dire j'ai 292 000 francs et moi-même je me verse 19 000 francs par année, en 16 ans, le capital est consommé. Voilà, pour vous donner une idée. Et c'est vrai que selon les tables qu'on a aujourd'hui, les gens vivent un peu plus longtemps. Donc on est sur des tables, on a des femmes apparemment plutôt 84 ans et des hommes plutôt 82. Enfin, cette différence était plus grande avant, mais elle se rapproche de plus en plus. Et il y a d'autres prestations, évidemment. Il y a la rente d'invalidité qui est versée si on est en incapacité de gain. Donc, le deuxième pilier verse une rente du moment que le premier pilier a défini que vous êtes invalide. Donc, nous, on se base sur le premier pilier. S'il y a un décès, il y a une rente de conjoint qui est prévue, et puis des rentes d'orphelins pour les enfants. Oui ? Ça, c'est des montants annuels. Et en fait, ils sont tous basés sur ma rente. La rente d'invalidité, en fait, là, on rentre juste dans un côté un peu plus technique, mais c'est ma projection du capital. C'est comme avec mon salaire et mes cotisations futures, mais sans les intérêts. Et ce montant-là de capital, donc, vous voyez, dans l'exemple de l'avoir de vieillesse, j'ai mis 292, ça c'est capital plus intérêt. Alors que la rente d'invalidité, vous voyez, c'est 258 523, c'est capital sans intérêt. Et c'est de cette base-là que partent les prestations. Mais là, on est dans un cadre minimum légal. La plupart des caisses de pension, aujourd'hui, même l'employeur, souvent, il change la règle. Il ne part pas de ce principe-là. Il définit un pourcentage par rapport au salaire. Pour dire une bêtise, j'ai un salaire à 100 000 francs, la rente d'invalidité, c'est 40% de mon salaire. Voilà. Souvent, on est dans ce genre de formule-là, de plus en plus. Mais voilà, il reste quand même beaucoup d'employeurs qui sont dans ce système de minimum légal. Et c'est comme ça qu'on le calcule. Donc il y a toutes ces couvertures qui sont les mêmes que dans le premier pilier. Quand je dis les mêmes, c'est la couverture, mais pas les montants, évidemment. En termes de retraite, alors on est toujours encore dans l'âge de retraite légal, 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. En Suisse, il y a une votation qui est passée il y a 2 semaines où maintenant les femmes cotiseront, en tout cas auront une retraite légale aussi à l'âge de 65 ans comme les hommes. Il y a des possibilités d'anticiper la retraite. Donc ça, c'est toujours à voir avec votre caisse de pension. J'ai mis 58 ans parce que c'est l'âge que vous retrouvez dans la loi. Par exemple, notre institution, c'est la pré-retraite, c'est à partir de 60 ans. Donc, vérifiez le règlement de votre caisse. Ça change de l'une à l'autre. Et vous pouvez aussi, on va dire, ajourner. Vous pouvez continuer à cotiser après l'âge de retraite légal, mais ça, c'est avec l'accord de votre employeur, ou même prendre les prestations plus tard, mais c'est-à-dire vous arrivez à 65 ans, vous pouvez aussi dire à la caisse, gardez mon argent, je ne prends pas ma retraite tout de suite, on ne cotise pas dessus, puis on la prend plus tard. Donc c'est possible, mais il faut qu'il y ait une activité professionnelle en lien. Des possibilités de retraite partielle. On arrive un peu peut-être proche de la retraite, on a envie de baisser un petit peu son taux d'activité. Donc à vérifier avec sa caisse de pension, vous pouvez, pour la baisse du taux d'activité, déjà prendre au préalable une prestation de retraite, sous forme de rente ou sous forme de capital. Après, il y a un nouvel article, une nouvelle loi qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, c'est l'article 47. En fait, aujourd'hui, les caisses de pension donnent la possibilité pour les gens qui sont proches de la retraite et qui sont licenciés, la possibilité de maintenir sa prévoyance. Parce qu'il se passait souvent, c'est que, on se retrouvait peut-être proche de la retraite, vous perdiez votre travail. Sans ces mesures-là, en fait, vous vous retrouvez avec votre capital. Et votre capital, en gros, vous devez le sortir de votre caisse de pension où vous êtes votre employeur et le mettre sur un compte de libre passage. Et c'est vrai que dans cette situation-là, en fait, vous n'avez plus l'option de la rente.
Donc ça pouvait être problématique. Pour quelqu'un qui est plutôt à vouloir une rente parce qu'il veut sécuriser un peu ses revenus, il pouvait se retrouver dans une situation qui peut être difficile parce que pas tout le monde sait gérer son capital. C'est pas simple. Alors vous verrez, vous avez une présentation après avec les rentes genevoises qui, eux, offrent cette possibilité, même dans le libre passage, de pouvoir avoir une rente. Et ça, c'est M. Piccino qui vous racontera ça tout à l'heure dans la prochaine présentation. Mais il y a très peu de fondations qui le font. Très peu de fondations de libre passage qui permettent d'avoir une rente. Et puis pour maintenir ces prestations, c'est aussi ça la difficulté, parce que quand vous perdez votre travail, disons que vous finissez au chômage, les revenus ils diminuent. Et la caisse de pension vous dit, en fait, vous avez la possibilité quand même, vu que vous avez été licencié, de maintenir votre prévoyance. Donc vous avez le choix ou de cotiser à l'épargne et au risque, ou de cotiser uniquement au risque. Je vous dirais que c'est souvent la deuxième solution qui est choisie parce que ça coûte beaucoup moins cher. Vous savez, on peut couvrir l'invalidité et le décès. L'argent ne grandit plus, il reste dans la caisse, on verse des intérêts, et puis au moins vous êtes couvert, et puis si à un moment donné, vous voulez prendre une rente, vous avez toujours cette possibilité de rente. Le rachat. Donc, comme je vous ai dit, on ne peut pas racheter dans le premier pilier, mais on peut le faire dans le deuxième. Donc, comment on calcule cela? Imaginons ici, j'ai une personne qui a 40 ans. On va simplement dire, si cette personne avait travaillé depuis l'âge de 25 ans avec son salaire, quel est le capital théorique qu'il aurait pu constituer? Là, dans le calcul de cette personne-là, c'est qui a un salaire assuré de 60 945. Selon le règlement, le capital qu'il aurait pu accumuler s'il avait travaillé depuis l'âge de 25 ans, c'est un capital de 80 000 francs. Cette personne avait cotisé auprès d'un autre employeur au préalable jusqu'à hauteur de 21 000. Donc en gros, il avait 21 000 francs sur un compte de libre passage. On va simplement dire, entre la capacité théorique de 81 000 et mon capital que j'ai déjà constitué, on fait tout simplement la différence, et cette différence peut être rachetée. Alors il faudra juste faire attention avec le rachat, parce qu'avant 2021, les rachats de cotisations étaient déductibles fiscalement, comme le troisième pilier. Maintenant, c'est plus possible pour les gens qui sont imposés à la source, uniquement pour les personnes qui font une déclaration fiscale, donc qui sont considérés quasi-résidents. Les quasi-résidents, il faut qu'ils aient 90% de leurs revenus sur le territoire suisse. Et là, vous pouvez avoir ce statut, et c'est qu'en étant quasi-résident que vous pourrez déduire la partie 3e pilier A et les rachats de la cotisation de la prévoyance. Là, je vous ai mis un exemple de certificat de prévoyance. Alors ça, c'est propre à notre institution. Chaque institution, présente son certificat de prévoyance de manière différente, mais on a toujours les éléments principaux. C'est un des documents que 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10, on l'a perdu, on ne sait pas, on l'a mis de côté. Parce que moi, avant d'être dans la caisse de pension, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'y travaille, j'avais fait 3 ans quand même dans l'assurance. Et c'est vrai que quand je faisais une analyse de prévoyance et je disais, vous avez votre certificat de prévoyance, c'était souvent le document qu'on ne retrouvait pas et qu'il fallait redemander à la caisse. Donc, il est hyper important, il est vraiment très important. Parce que là-dessus, on vous met le nom de votre entreprise dans la première partie, on vous met le salaire qui est assuré. En général, on vous définit le plan, vous voyez, plan et salaire. Et là, on retrouve, par exemple, vous voyez, on a un salaire de 92 000. Dans cet exemple, il y a toujours cette déduction de 25 000. Et comme on est dans le minimum légal, vous voyez, 92 moins 25, ça ne fait pas 60 945. Mais ça, c'est le salaire maximum assuré dans la LPP, dans le minimum légal. Vous avez le financement, on vous met la cotisation qui est dévolue à l'épargne avec la cotisation qui est dévolue pour les prestations de risque. Et puis en général, vous avez en plus alors là, on ne le met pas, mais parfois vous avez la cotisation qui est prélevée sur votre salaire. Les prestations prévisionnelles de vieillesse, donc sur la base du salaire qui nous a été annoncé, du plan de prévoyance, on fait une projection à la retraite. Et puis en parallèle, on vous met les rentes. Là, chez nous, par exemple, on vous met la projection à 65 ans et on met aussi la projection à 62 ans, juste pour que vous ayez une idée de l'impact sur le capital et l'impact sur votre rente quand vous allez
préparer ou planifier votre retraite, c'est ces éléments-là qu'on va aussi prendre en considération pour pouvoir l'organiser au mieux. Et ensuite, les prestations de risque. Et là, vous voyez les rentes de conjoints, ce qu'on verserait à une veuve, ce qu'on verserait aux enfants orphelins. Pour les enfants, on verse les prestations toujours jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans, s'ils sont en études. Et les rentes d'invalidité. Autre élément intéressant, souvent on me pose la question, j'ai combien sur mon compte? Là, vous voyez à gauche, tout en bas à gauche, vous avez l'avoir de vieillesse qui est constitué. Donc ça, c'est l'état de votre compte. Normalement, sur le certificat de prévoyance, vous le trouvez. Et sur la partie juste à droite, prestations de sortie, on met juste la différence entre ce qu'on appelle les dispositions légales et les dispositions selon le minimum légal de la prévoyance. Alors dans mon exemple ici, le montant est différent. Quand je dis différent, c'est qu'on n'a même pas 100 francs de différence. Mais ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que si vous êtes en Suisse et qu'à un moment donné, vous quittez la Suisse, vous quittez votre employeur même, puis vous dites, je reviens par exemple travailler en France, vous avez un droit pour retirer votre capital. Alors, la partie qu'on appelle avoir de vieillesse LPP, que vous voyez sur le certificat de prévoyance, c'est le montant qui va être obligatoirement resté en Suisse. Du moment qu'on quitte la Suisse et qu'on est dans la communauté européenne ou l'AELE, eh bien cet argent doit rester en Suisse. Vous ne pouvez pas le retirer. Vous pourrez le retirer au plus tôt 58, 59 ou 60 ans. Ça dépend de où vous avez déposé votre argent sur un compte de libre passage. Et la différence, alors là elle est minime, elle est de 100 francs. Ça vous pouvez le voir sur votre certificat de prévoyance. Souvent, là, dans mon exemple, elle est très petite. Mais des fois, vous avez des montants qui sont beaucoup plus importants entre le minimum légal et le capital total. Et c'est que ce montant-là que vous pourrez retirer. Donc si je prends cet exemple, en gros, on va vous verser, vous pourriez retirer qu'un peu moins de 100 francs. Mais des fois, c'est plutôt des milliers de francs. Et donc ce montant-là, vous pouvez le récupérer. Vous pouvez aussi utiliser votre argent de la prévoyance pour acheter un bien immobilier, mais qu'on appelle à titre principal. C'est-à-dire c'est la maison dans laquelle ou l'appartement dans lequel vous allez vivre. Donc vous pouvez cotiser, vous pouvez retirer tout votre capital, mais il y a une limite. C'est-à-dire que chez nous, en Suisse, la limite c'est 50 ans. Ça veut dire que vous pourriez retirer tout le capital que vous avez dans votre compte pour votre maison principale, mais tout ce que vous aurez cotisé jusqu'à 50 ans. Ou une autre règle qu'on a, c'est la moitié du compte. Donc en fait, vous pouvez choisir entre l'un et l'autre. Ou la moitié du compte, ou tout ce que vous avez cotisé jusqu'à 50 ans. Donc on a mis cette limite pour protéger l'assuré, pour qu'il puisse encore garder un peu de capital pour quand il arrivera à la retraite. Donc vous pouvez le retirer ou le mettre en gage. Parce que quand vous retirez du capital de prévoyance, vous savez, en Suisse, il y a une imposition. Alors que quand vous mettez votre capital en gage, l'argent reste dans la caisse de pension, vous pouvez continuer à faire des rachats et surtout, il continue à être rémunéré par les intérêts de la caisse de pension. Donc juste à titre d'indication, juste pour vous donner un indicateur, les intérêts moyens qui ont été versés par les caisses au minimum sur les avoirs de prévoyance des assurés, c'est 2,88, 2,9 d'intérêts qui ont été versés sur les comptes de prévoyance depuis 1985. Et aujourd'hui, les caisses de pension donnent toujours plus que le minimum légal. Donc il y a quand même une rémunération qui permet de bien faire grandir le capital. Et ça, c'est le jeu des intérêts composés. Autre élément, on peut retirer son capital sous différentes conditions. Donc voilà, si je quitte la Suisse, je peux retirer mon capital selon les conditions que je vous ai données tout à l'heure lorsqu'on est dans l'Union européenne ou l'AELE. Si je suis en dehors si je suis en dehors de l'Union européenne et de l'AELE, je peux retirer la totalité du capital. Si je vais aux États-Unis, en Asie ou en Afrique, autre pays, là vous pourriez retirer la totalité. Si on s'établit à son propre compte, c'est-à-dire que si je me mets en tant qu'indépendant, je m'installe en tant qu'indépendant, comme il n'y a plus d'obligation pour la prévoyance, vous pouvez retirer votre capital pour démarrer votre activité.
Là, il faut faire attention. La règle est la même dans le troisième pilier. Vous avez 1 an de délai. Donc, attention avec ça. Et puis, troisième autre règle, c'est lorsqu'on est rentré dans le système suisse puis qu'on a cotisé moins d'1 année. Bon, en gros, vous pouvez récupérer les cotisations qui ont été versées à la caisse de pension. Donc voilà, libre passage. Quand vous avez un libre passage et que vous allez chez un employeur, vous avez l'obligation de transférer cet argent dans le compte de la nouvelle caisse de pension. Et si vous quittez votre employeur, vous pouvez déposer ça sur un compte de libre passage, bancaire ou assurance. Les banques proposent des solutions, les assurances aussi. Donc vous verrez un peu quelles solutions peuvent proposer justement les grandes genevoises. Et il y a aussi l'institution supplétive. Cette fameuse institution, si je n'ai pas de nouvelles de l'assuré, en tant que caisse de pension, c'est auprès de cette institution-là qu'on va verser votre capital. Donc quoi qu'il arrive, aujourd'hui, si vous avez un doute sur les transferts de vos capitaux, vous pouvez écrire à l'institution supplétive. Et elle vous dira si elle a du capital qui vous appartient. Donc ça vaut des fois la peine si on n'a pas fait le transfert à chaque fois. Voilà. Merci Alexandre. On peut applaudir et puis... Alors, restez là quelques minutes. Je propose qu'on fasse une séquence très très courte de questions-réponses parce qu'il faut qu'on enchaîne avec le troisième pilier. Donc, qui a besoin d'éclaircissement, qui veut poser une question, qui veut compléter le propos, madame. Hop, d'abord. Alors, j'ai une question un peu pratique. Si on a une période de chômage en France entre 2 contrats en Suisse, le deuxième pilier est placé sur un compte de libre passage. Oui. Doit-on obligatoirement le transférer à la caisse de pension du nouvel employeur ou bien peut-on le placer sur un autre compte de libre passage d'une autre caisse de pension, voire même le placer financièrement? On est obligé de tout transférer chez le nouvel employeur? Alors, la loi dit on doit le transférer. Donc c'est vrai que pas tout le monde le fait. Mais si vous voulez, si la caisse de pension doit verser des prestations, en général, le capital est aussi utilisé pour les prestations. Donc il peut arriver la chose suivante, si vous avez votre argent auprès qui est placé ailleurs, parce que vous ne l'avez pas transféré, alors c'est où on demande le transfert, ou on peut baisser les prestations. Là, je vous donne un exemple. On a eu un cas sur une personne qui avait une invalidité et qui avait un capital de prévoyance qui était ailleurs. Eh ben, on lui a dit, si tu veux toucher les prestations comme elles sont prévues dans ton certificat de prévoyance, il faut transférer cet argent. Sinon, on diminue les prestations. Donc, il faut faire attention lorsqu'on place son argent. C'est qu'après, on peut être aussi bloqué parce que si vous arrivez dans cette phase actuelle qui est un petit peu critique, si vous devez réaliser votre compte, vous allez perdre de l'argent. Donc, selon la loi, vous avez le devoir de le transférer. Oui. Alors moi, je voulais simplement compléter ce que tu as dit, Alessandro, par rapport à la fiscalité, à savoir que quand on prend le surobligatoire du deuxième pilier et qu'on n'est pas en cas de prévoyance, donc typiquement les personnes qui partiraient avant l'âge de la retraite et qui prendraient leur capital, les personnes qui décideraient de prendre leur capital dans le cadre d'un indépendant, je bégaye. Bref, toutes ces personnes-là sont soumises à l'impôt sur le revenu en France. Donc la fiscalité en France, elle est très très difficile parce que la France considère que d'un seul coup, ce capital n'est pas à but de prévoyance, mais à but d'enrichissement. Et c'est la même chose pour le troisième pilier. La fiscalité allégée du troisième pilier A et du deuxième pilier libre passage, c'est seulement pour le cas de prévoyance et également pour l'accession propriété pour la résidence principale. Merci. Merci. Merci pour le complément, puis pour le petit message pour la fiscalité française. Personne. Ah, pardon. Bonjour, c'est une autre question qui concerne aussi la fiscalité. Oui. Au moment où on reçoit une rente de vieillesse du fonds de pension, est-ce qu'elle est imposée à la source comme nos salaires actuellement? Oh, c'est une bonne question. Alors,
Ouais, tu peux, Valérie, s'il te plaît. J'y retourne. Normalement, sur la fiscalité, tu es imposé après sur le... dans ton Alors, pays. seules les rentes du deuxième pilier des fonctionnaires sont imposées à la source Ah, à ok. Genève. Donc, les rentes qui découleraient, par exemple, de la caisse de pension de l'État de Genève, par exemple. Donc, D'accord. tous les fonctionnaires. Donc là, ils sont Imposés à la source à Genève. Alors, pas en France, du coup, c'est imposé à la source à Genève. Pour tous les autres, c'est en France, effectivement. Ouais, donc vous êtes imposé sur France et tout. En termes de Voilà. revenus, tout simplement. J'arrive, monsieur. J'arrive, madame. Et puis... Pardon. Bonjour. Bonjour. En pratique, si mon employeur cotise à 60% à la LPP ou 70% par exemple, est-ce que le delta mécaniquement va augmenter le salaire net que moi je perçois? Les 10 ou Ah, bien 20% sûr. que j'aurais dû cotiser moi. Bien sûr. Donc mon salaire net sera plus important que si Oui. c'était du 50-50. Ok. C'est l'avantage de la participation pour les personnes qui sont imposées à la source, en fait. Elles sont fiscalisées sur le salaire brut et pas sur le salaire net. Donc il y a un double effet, c'est que vous avez un salaire net plus important et puis pas d'imposition dessus. Alors, pour laisser de la place à Yves tout à l'heure, question courte, réponse courte. Bonjour. Bonjour. J'avais une petite question sur l'imposition sur le capital ou la rente. Oui. C'est le capital, on est bien d'accord, qui est imposé, plus les Oui. intérêts ou uniquement les intérêts qui ont été générés durant... Non, c'est le capital dans sa capital totalité. total. D'accord. C'est le montant total. Et puis en fait, il y a des tables fiscales, ça dépend du canton dans lequel vous êtes. Donc là, si on dit Genève, vous allez être imposé à 1/5 du taux au niveau cantonal et 1/5 du taux au niveau fédéral. D'accord. Très bien, merci. Question. Madame, j'arrive. C'est toujours une question sur la fiscalité. Donc, pour les rentes, la fiscalité rentre dans l'imposition française. Et si on choisit le capital, Alors, dans le capital, il y a une imposition à la source à Genève. Et ensuite, en fonction du taux qu'on a appliqué, là, je crois que vous devez faire une déclaration en France sur le capital. Et là, vous serez imposé selon le taux français. Je crois que c'est 7,5 moins 10%. Ça donne, je crois, 6,75. Donc, il y a un taux fixe en France. Donc, pour l'exemple, si je ne me trompe pas, si vous êtes taxé à 6,75 et que sur le capital qu'on vous a imposé en Suisse, il est de 8%, vous allez récupérer le delta. Et si c'est le contraire, vous allez payer le delta. C'est-à-dire que si vous êtes taxé à 4 et que l'imposition française est à 6,75, en gros, c'est vous qui allez payer le delta de 2,75. Donc ça dépend de l'imposition en Suisse. Mais en tout cas, vous serez taxé in fine sur le 6,75 en France. Ouais, plus les assurances sociales. Il ne faut toujours pas oublier ça. Bonjour. Bonjour. Si en fait je quitte la Suisse définitivement pour un pays hors Union européenne, Oui. donc je peux récupérer la totalité de mon deuxième pilier. Et Oui. quid si 4 ans plus tard, finalement, je vais travailler en France pour le coup, ou je reviens travailler en Suisse? Vous avez retiré votre capital, vous aviez été sous des conditions qui permettaient de le faire, on ne va pas vous demander de le rembourser ou de faire quoi que ce soit, parce qu'il sort de la prévoyance. C'est de l'argent qui vient sur votre compte bancaire, donc c'est du capital comme à la banque. Merci. Question. Voilà. Dernière question. Dans le cas d'un krach boursier, Oui, le quid des fonds de pension? bonne question. Non. Pour jeudi Non, non. prochain. Alors, c'est clair que la caisse de pension, elle aujourd'hui, elle cotise au fonds de garantie. Toutes les caisses de pension cotisent auprès d'un fonds de garantie. Donc normalement, le fonds de garantie devrait prendre le relais. C'est-à-dire qu'ils vont couvrir des prestations jusqu'à hauteur de 129 000 francs de salaire. Donc on a le fonds de garantie qui est là normalement en tant que parapluie. Enfin, pour couvrir, on va dire, les pertes d'une caisse de pension. C'est jamais arrivé, j'espère que ça n'arrivera pas, mais la question était très bonne. Merci beaucoup, Alessandro. On peut applaudir. Merci. Alors, Merci beaucoup pour votre attention. voilà, il est responsable à la CEPP. Il n'y a pas de stand, donc si vous voulez prolonger, je pense que vous restez un petit peu avec nous. Donc on va enchaîner tout de suite avec le troisième pilier. C'est Yves Piccinino. Il est déjà venu
Alexandra aussi, des rentes genevoises. Troisième pilier en Suisse, vous le savez, hein, c'est une retraite par capitalisation. Chaque frontalier est libre ou pas de souscrire à un produit de retraite qu'on appelle le troisième pilier, va nous le présenter. Et il permet, bien évidemment, aux frontaliers imposés à la source de bénéficier de réduction d'impôts. Et ça, tout ça, Yves va nous le dire. Alors, Yves, je suis vraiment désolé, mais on va faire un tout petit peu plus court, hein, parce que c'est possible. Et donc, pareil pour le petit exercice de tout à l'heure. De toute façon, Alessandro a déjà dit beaucoup de choses sur la prévoyance, donc je passerai certains slides plus rapidement, comme le public est à peu près le même. Voilà, et comme puis, ça nous permettra d'échanger. Et moi, je vous abandonne 2 secondes. Je vais simplement dire à nos amis de la conférence suivante qu'on aura un tout petit peu de retard. C'est comme en Suisse. Pardon. Ah, voilà. Très bien. Donc voilà, il y a des slides sur lesquels je vais passer rapidement, puisque Alessandro en a déjà parlé. La présentation, si je ne me trompe pas, sera mise à disposition sur le site du GTE, c'est bien juste, Gabriela? Donc voilà, vous n'avez pas besoin de... Si je passe rapidement, vous n'en faites pas. Et puis si vous avez... Pour les adhérents. Et puis si vous avez des questions complémentaires, il y aura aussi des conseillers présents sur le stand des Rondes Genevoises. Donc vous pouvez sans autre venir poser toutes les questions que vous auriez. Donc le plan de la présentation, il est assez simple. Je vais vous expliquer qui sont les Rondes Genevoises et puis pourquoi finalement je suis ici en train de vous parler. Et puis je vous parlerai du système de prévoyance des 3 piliers très rapidement puisque vous avez déjà eu un aperçu. Et puis je vous parlerai ensuite du traitement fiscal du 3e pilier A principalement. Donc les Rondes Genevoises, on n'est pas une assurance normale, on est un établissement de droit public créé par le canton de Genève pour la promotion de la prévoyance. Et dans le cas de la promotion de cette prévoyance, nous vendons des produits de 3e pilier A, 3e pilier B. On parle aussi de produits de rente certaine et on assure également des polices de libre passage avec le capital de libre passage dont a parlé Alessandro. Une des caractéristiques des rentes genevoises, c'est qu'elles sont les rentes que nous versons sont garanties par l'État de Genève. Et l'État de Genève, comme il n'a pas envie de garantir les rentes de toute la population mondiale, il a limité les clients des rentes genevoises aux personnes qui vivent à Genève, sont originaires de Genève ou travaillent à Genève. Et c'est pour ça que les frontaliers sont acceptés aux rentes genevoises puisque vous travaillez à Genève. Et nous sommes partenaires prévoyance du groupement transfrontalier européen depuis 2004. Les spécificités des rentes genevoises, c'est ce rôle de promotion de la prévoyance. Je suis en train de faire ça aujourd'hui. C'est un accès facilité puisque nous sommes accessibles à la place du Mollard, mais qu'on peut aussi se déplacer, faire des conférences dans toute la région. Et puis on a aussi des prestations qui sont devenues assez uniques avec des taux d'intérêt fixes et puis des rentes viagères qui sont garanties. Alors, je vais passer très rapidement sur les chiffres, sinon vous dire que nous avions 19 931 contrats au 31 décembre 2021, dont 21% de personnes domiciliées en France. Donc les frontaliers sont un public important pour les rentes genevoises. Ici, j'espère que vous voyez, c'est le système des 3 piliers en Suisse. Donc là, je vais passer très rapidement. Alessandro a très bien expliqué ce système du 1er, 2e et 3e pilier. Le 3e pilier, c'est vraiment la prévoyance individuelle. C'est une démarche personnelle qui vient en complément des 2 premiers piliers. Et puis, si les 2 premiers piliers ont pour objectif le maintien du niveau de vie antérieur, on va dire que le 3e pilier, c'est le supplément. Parce que si on regarde l'objectif légal entre le 1er et le 2e pilier, c'était d'atteindre 60% du dernier revenu que vous touchiez à la retraite, l'équivalent de 60% de votre dernier revenu. Mais actuellement, déjà, ce n'est pas toujours le cas. Et est-ce que 60% déjà du revenu, c'est maintenir le niveau de vie à la retraite? Je ne suis pas sûr, ça dépend de chacun. Mais il y a aussi le fait que 60% du dernier revenu, si vous avez travaillé en Suisse depuis le début de votre carrière,
et pas fait de pause dans votre parcours de vie, par exemple pour élever vos enfants ou des périodes de chômage. Donc, atteindre ces 60%, c'est finalement presque l'exception. Donc, le troisième pilier est d'autant plus important. Finalement, ces produits de troisième pilier, qu'est-ce que c'est? On en parle beaucoup, c'est le troisième pilier A, qui a été défini par une ordonnance qui donne des caractéristiques fiscales en Suisse pour ce produit. C'est pour ça qu'il est finalement défini comme troisième pilier A. Et puis finalement, le troisième pilier B, c'est tout ce qui n'est pas du troisième pilier A. C'est finalement assez simple. Et comme il y a un avantage fiscal sur ce troisième pilier A, le législateur il a mis des limites. Déjà, c'est des produits qui sont en francs suisses uniquement, et puis les rentes que vous pouvez obtenir sont uniquement des rentes viagères. Et puis là, j'avance déjà en fait un peu trop sur ma présentation, parce que je reviendrai sur le troisième pilier A, un peu, les caractéristiques du troisième pilier A un peu plus loin. Mais on a parlé de rentes viagères, et là je viens sur des éléments de vocabulaire en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une rente viagère? C'est tout simplement une rente qui est versée aussi longtemps que vous êtes vivant. Et ça veut dire que si le capital est épuisé, que si vous dépassez l'espérance de vie moyenne, eh bien vous continuez à toucher votre rente. Et ça, c'est un élément très important si on veut couvrir vraiment de manière sérieuse sa retraite. Tout produit qui ne serait pas viagé fait qu'à un certain moment, vous pourriez ne plus avoir de revenus. Et c'est aussi un gros avantage sur le fait de prendre le capital, puisque le capital, il y a un moment où il sera épuisé, alors qu'une rente viagère, elle n'est jamais épuisée. Et puis là, par opposition, il y a aussi il existe des rentes temporaires, et là, les rentes temporaires sont des rentes qui ont une date de fin de versement des rentes. Donc, le troisième pilier A, je vous le disais, c'est un produit qui est encouragé fiscalement par l'État. Donc l'État a mis quelques limites. Il y a une limite du montant que vous pouvez cotiser chaque année, qui est déductible. Il a mis aussi des éléments que si vous payez des primes supplémentaires, donc si vous avez un contrat qui prévoit que vous mettez 2000 francs par an et puis qu'une année vous mettez plus, eh ben cette prime-là, elle sera sera financée au taux de la police. Il y a une souplesse dans le versement des primes, c'est-à-dire que si vous avez un contrat justement de 2000 francs, vous pouvez certaines années verser plus ou moins, ça vous avez ce droit-là. Et puis, il n'y a pas de droit de timbre. Par contre, il y a aussi des limitations qui ont été mises en place par le législateur. Donc, vous pouvez non, ça, ce n'est pas les limitations, excusez-moi, variante de contrat, vous pouvez faire avec ou sans restitution du capital en cas de décès. Alors c'est intéressant d'avoir une restitution du capital puisque si vous décédez de manière prématurée, vous pouvez transmettre le restant du capital. Par contre, la rente sera bien entendu plus basse. Et puis il y a aussi la possibilité d'assurer 2 personnes, c'est-à-dire que la rente viagère est versée jusqu'au décès de la 2e personne, ce qui est pratique quand on est en couple. Le troisième pilier A, jusqu'au 31 décembre 2020, c'était un produit qui était très apprécié par les frontaliers puisque vous pouviez justement avoir une déduction sur les primes versées, déduire les impôts, déduire ces primes versées de votre capital, de votre revenu et puis payer moins d'impôts. Cette possibilité n'existe malheureusement plus depuis le 1er janvier 2021. C'est suite en fait à un arrêté du tribunal fédéral qui estimait que les personnes qui ont une situation fiscale équivalente à celle d'un Suisse devraient avoir les mêmes droits en termes de déduction que des Suisses. Et le Conseil fédéral a aussi dit que les personnes qui avaient une situation différente de celle d'un Suisse devaient avoir des possibilités différentes. Et ça a un impact direct sur les personnes qui n'ont pas un statut de quasi-résident. Alors là, Alessandro en a déjà parlé. Il y a le concept de quasi-résident qui a été créé, qui est
qu'une personne non domiciliée en Suisse, mais qui déclare plus de 90% des revenus mondiaux du foyer fiscal, sont considérées comme des personnes taxées en Suisse, et elles ont le même traitement que les résidents, donc ils bénéficient de toutes les déductions fiscales dont pourrait bénéficier une personne domiciliée en Suisse. Et vous pouvez demander une taxation ordinaire. Par contre, le non-résident, c'est toute personne qui déclare moins de 90%. Donc ça veut dire que déjà dans un couple, si un des deux travaille en France, vous n'êtes plus quasi-résident. Ou si vous avez des revenus d'un bien immobilier que vous louez en France, vous avez de fortes probabilités de ne plus être résident. Et là, l'impôt à la source devient définitif. Par comparaison à ce qui se passait avant le 1er janvier 2021, ces personnes-là perdent la possibilité de déduire les cotisations au 3e pilier A et les rachats d'années dans le 2e pilier. Donc ça produit en fait une différence. Et puis il faut aussi savoir que le statut de quasi-résident, il faut le prouver chaque année. Il faut le déclarer chaque année. C'est-à-dire que vous pouvez être quasi-résident une année et ne plus être quasi-résident l'année suivante. Par exemple, si vous avez connu une période de chômage et que vous avez reçu le chômage français, eh ben, vous ne déclarez plus 90% de vos revenus en Suisse. Donc vous perdez le statut de quasi-résident. Et ça, c'est chaque année. Et donc, le traitement fiscal durant la phase d'épargne du 3e pilier A pour les quasi-résidents, eh ben, c'est déduction de l'impôt sur le revenu de primes qui peuvent aller jusqu'à 6 883 francs par an pour les personnes qui sont affiliées à une caisse de pension. Et puis pour des indépendants qui ne seraient pas affiliés à une caisse de pension, ça peut aller jusqu'à 20% du revenu AVS, au maximum 34 416 francs. Et pour les non-résidents, alors pour les deux, il n'y a pas d'impôt sur le revenu de l'épargne et sur la fortune, mais par contre, pour les non-résidents, il n'y a pas de déduction possible de l'impôt sur le revenu. Donc il y a une perte d'un avantage qui était quand même important. Pour tout ce qui est des retraits dans les cas de prévoyance, donc Valérie tout à l'heure vous parlait de cas de prévoyance, donc c'est le retrait en espèces au moment de prendre sa retraite ou bien pour l'accession à la propriété. Là, pour les quasi-résidents, il y a la valeur de rachat qui est imposée à la source, et puis ensuite une imposition en France selon le type de couverture de santé choisi, et ce prélèvement libératoire de 6,75% dont a parlé Alessandro. Pour les non-résidents, là, on se retrouve dans une situation qui n'est pas encore connue, puisque les premières taxations ont été faites au début 2022, puisque le changement a eu lieu en 1er janvier 2021. Eh bien, il y a une incertitude, puisque les possibilités de la fiscalité qui est appliquée aux quasi-résidents et qui était appliquée précédemment au 3e pilier, elle est soumise à la possibilité de déduire les cotisations en Suisse. Donc, si vous ne pouvez plus déduire les cotisations, est-ce que la fiscalité avec ce prélèvement libératoire sera encore possible? Pour l'instant, on ne le sait pas. Il n'y a pas eu de cas qui nous ont permis de connaître la position de l'administration fiscale française. Donc là, effectivement, il y a une incertitude. Si ce prélèvement libératoire n'était pas accepté, on se retrouverait dans une situation où ce serait finalement la part, pas le capital, mais la part de rendement de la police qui serait taxée sur le revenu. Donc il y a une certaine incertitude sur ce point-là. Pour d'autres cas, en cas de transfert, par exemple, d'un troisième, parce que vous avez le droit de transférer votre 3e pilier A d'une entreprise à une autre.
par exemple, si vous êtes sur un troisième pilier A bancaire qui ne permet pas de bénéficier d'une rente viagère, vous pouvez décider de transférer votre troisième pilier A dans une assurance qui va vous proposer une rente viagère. Et ça, c'est un transfert qui n'a aucune incidence fiscale. Et puis, en cas de retrait en espèces lors d'un départ de la Suisse, ça on en a également parlé, la valeur de rachat, elle est imposée, soumise à la source à Genève, et puis imposée comme un revenu en France. Alors finalement, quels sont pour les personnes qui ont déjà un troisième pilier A, quels sont les impacts, quelles sont les décisions à prendre? Il y a la possibilité de poursuivre le versement des primes. Vous conservez le droit de verser des primes jusqu'à 6 883 francs sur votre troisième pilier. Par contre, si vous êtes non-résident, vous ne pourrez pas les déduire. Mais vous avez toujours la possibilité de verser des primes. Après, vous avez aussi la possibilité de dire, moi je veux garder mon contrat, mais je vais mettre les primes à zéro, ne plus payer de primes sur ce contrat. Mais là, si vous avez des troisième piliers avec des couvertures de risque, d'essai ou de perte de gain, là vous pouvez perdre ces couvertures. Donc il faut faire attention. Et puis, si jamais vous avez toujours la possibilité d'utiliser les possibilités de rachat prévues par la loi, donc accession à la propriété ou remboursement d'un prêt hypothécaire, le fait de quitter la Suisse, le fait de débuter une activité indépendante, tous ces éléments-là. Et puis, une des solutions, c'est de commencer un troisième pilier B, qui est un troisième pilier B qui ne bénéficie pas des mêmes avantages fiscaux que le 3A. Voilà, là je fais une toute petite publicité pour les Randes genevoises, parce que les Randes genevoises sont un des seuls établissements en Suisse qui propose une sortie en rente viagère pour un troisième pilier A. Et si vous avez par exemple un troisième pilier A bancaire dans une banque ou dans une assurance qui ne propose pas de sortie en rente, mais uniquement une sortie en capital, vous avez la possibilité de transférer votre avoir aux Randes genevoises jusqu'à 1 mois avant le départ à la retraite. Donc vous avez encore une dernière chance de bénéficier d'une rente viagère. Est-ce que j'ai encore le temps pour aborder encore 2 minutes? Donc le troisième pilier B, finalement, c'est un produit de prévoyance suisse, mais qui bénéficie de moins d'avantages fiscaux et qui est donc beaucoup plus libre. Là, vous pouvez, si le troisième pilier A se finançait uniquement au travers de primes périodiques, le troisième pilier B, lui, peut se financer sur la base d'une prime unique ou de primes périodiques, ou des deux, commencer par une prime unique qui serait élevée et compléter avec des primes périodiques chaque année, par exemple. Il y a des possibilités de financement en francs suisses, mais également en euros, et des possibilités d'avoir des rentes temporaires, par exemple, si vous voulez avoir un revenu qui soit supérieur pendant les 10 premières années de votre retraite, parce que vous avez des projets spécifiques. Et aussi, le troisième pilier B n'est pas lié à l'âge de départ à la retraite. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit sur le troisième pilier A, mais le troisième pilier A, vous devez récupérer le capital ou commencer à percevoir la rente à l'âge AVS, à l'âge de la retraite définie par l'AVS en Suisse. C'est-à-dire que vous pouvez au plus tôt à 60 ans, au plus tard à 70 ans, bénéficier du capital, mais vous ne pouvez pas cotiser plus longtemps. Alors que le troisième pilier B, lui, vous pouvez racheter le capital ou bénéficier d'une rente vraiment tout au long de votre vie. Donc c'est un produit qui est beaucoup plus souple. Par contre, il a un traitement fiscal qui peut être moins avantageux, puisqu'il y a déjà, dans certains cas, un impôt qui s'appelle le timbre fédéral de 2,5% qui est prélevé sur les primes. Et puis, pendant la phase d'épargne, les primes ne sont en principe pas déductibles, sauf à Genève. Donc en Suisse, il y a très peu de déductions, mais à Genève, il y a des possibilités de déduction. Et si vous êtes quasi-résident, vous pourrez bénéficier de ces déductions pour des montants qui sont plus faibles,
puisqu'ils atteignent un peu plus de 2 000 francs pour une personne seule, et puis ils vont jusqu'à un peu plus de 3 000 francs pour un couple. Mais il y a quand même cette déduction des primes qui existe. Alors, pour ce qui est des cas de rachat, puisque là, le produit de troisième pilier B n'est pas reconnu en France comme un produit déductible, donc on a les intérêts qui ont été payés, donc pas la partie de remboursement des primes que vous avez versées, mais la partie d'intérêt qui entre dans le revenu fiscal de référence. Par contre, le capital ne rentre pas dans le revenu fiscal de référence. Et puis, si vous choisissez de recevoir une rente de ce troisième pilier B, les rentes viagères à titre onéreux ne sont soumises à l'impôt sur le revenu que pour une fraction de leur montant. Et puis, cette fraction, elle est fixée d'après l'âge du premier versement de la rente. Je vous ai mis ici les chiffres, donc vous voyez que ça peut aller jusqu'à 70% si vous prélevez la rente, si vous choisissez de recevoir la rente avant 50 ans, et 30% si vous avez plus de 69 ans. Donc ça, c'est une fiscalité qui peut aussi être intéressante de ce point de vue-là. Et je vais passer très rapidement sur les prestations de libre passage, puisque Alessandro en a déjà parlé, sinon pour vous dire que les rentes genevoises font partie des établissements qui acceptent les avoirs de prévoyance des frontaliers. Et puis, sur une période où vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez verser cet élément-là. Et une des spécificités des rentes genevoises, c'est vraiment la sortie en rente viagère, la possibilité de sortir en rente viagère, puisque vous avez toujours la possibilité de percevoir le capital. Et puis, j'arrive sur mon dernier slide, le petit côté promotion de la prévoyance et juste une information pour vous dire que si vous ne savez plus où se situent vos avoirs de libre passage et si vous avez perdu de vue, vous pouvez faire une demande au fonds de garantie LPP et toutes les fondations de libre passage suisses doivent annoncer en fait les avoirs de libre passage qu'ils possèdent à ce fonds de garantie et donc vous pouvez retrouver très facilement vos avoirs de libre passage. Ça c'est un petit conseil pour vous faciliter la vie. Merci. Voilà. Je suis allé très vite. Merci. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, pareil, même exercice que tout à l'heure. Questions dans la salle, complément d'information, si vous en avez. Si vous